Bonsoir à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue au Maybe Planet. Alors le rôle de notre média collaboratif, c'est de s'interroger, d'étudier, d'informer sur les sujets parascientifiques et ses transversalités afin de générer une réflexion et un questionnement sur le monde pour percevoir la vie autrement. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de visiter notre page Tipeee. Alors ce soir, nous allons aborder ensemble une interview qui a fait grand bruit, non seulement dans le petit monde de l'ufologie, mais également dans des médias mainstream, à l'étranger, mais aussi en France, avec une couverture de médias peu enclins à partager ce type d'informations, avec par exemple le Journal du Dimanche, l'Indépendant, La Dépêche, Paris Match, avec un excellent article de David Ramassol, ou, plus étonnant, CNews, qui en a fait un sujet de débat dans un de ses talks du soir, avec comme invité Jean-Claude Bourré. Alors, cette interview, c'est celle de Haïm Eshed. Alors, j'espère que je le prononce bien, il y a peut-être un petit accent. Alors, qui est Haïm Eshed? Alors, si vous prenez sa fiche Wikipédia, on apprend que c'est un général de brigade à la retraite des forces de défense israéliennes, professeur à l'Institut de recherche spatiale HR au Technion, l'Institut israélien de technologie, ancien directeur des programmes spatiaux pour le ministère israélien de la Défense depuis près de 30 ans. Il a aidé à lancer des satellites d'espionnage. Il est également officier, enfin, il a été également officier dans le renseignement militaire israélien. Et puis, il aurait servi dans l'unité très secrète 81 qui a fourni des solutions technologiques à la direction du renseignement militaire de Tsahal. Alors, cette fameuse interview dont nous allons parler paraît le 2 décembre 2020 dans le journal Yedot Aharonot. Là encore, je pense que l'accent n'y est pas, mais enfin, la traduction, ça veut dire 7 jours. C'est un des plus grands journaux d'Israël. Et dans cette interview, Haïm Eshed aurait affirmé qu'une fédération galactique nous surveillerait, qu'elle aurait des bases souterraines sur Mars, qu'elle aurait passé un accord avec certains pays, dont les États-Unis, que le président Trump était sur le point de découvrir l'existence de la fédération galactique, mais que la fédération estime que nous ne sommes pas prêts pour la divulgation. Alors, pour en parler ce soir, j'ai invité Marie-France, Sébastien, Philippe et Baptiste. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien pour cette émission assez particulière, on va dire, assez particulière. Alors, pour tout vous dire, moi, c'est Baptiste qui m'a informé de cet article. Alors, je dis pas de bêtises, c'était lundi ou mardi soir, je ne sais plus. C'est ça. Mardi soir, lundi soir. Lundi soir. Donc, toi, comment tu as pris connaissance de cet article? Depuis l'interview que j'avais traduite de Jay et Ralph Blumenthal, j'avais gardé contact avec le Project Unity. Ouais. Et sur Twitter, il passe les informations qui passent son sniff test. C'est-à-dire que dès qu'il voit quelque chose qui est assez intéressant, il me le montre. Et il demande le consensus de ceux qui sont reliés à lui, ce que je trouve assez intéressant. Et il nous montre ça, et même lui qui est très ouvert, il dit je doute vraiment du truc, est-ce qu'on peut regarder si c'est solide ou pas? Et donc très vite, on s'est réunis à 4 et on a commencé à creuser à l'intérieur pour savoir quelle était vraiment l'information qui était contenue dedans. Alors voilà, encore une fois, Yedot à Aharonot, c'est quand même un des plus gros journaux israéliens. Hein. Enfin, je pense qu'on peut le comparer à des titres chez nous comme Le Monde, Le Figaro ou des titres de ce style-là. Et on voit bien que dans le petit cursus qu'on a de Haïm Eshed, c'est quand même quelqu'un qui a une vraie carrière militaire dans le renseignement et scientifique. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-il possible que les propos de Haïm Eshed aient été déformés par le journaliste? La difficulté qu'on a, c'est que depuis que cette interview a été faite, à ma connaissance, je n'ai pas vu passer d'autres interviews, qu'elles soient écrites ou télévisées, donc de Haïm Eshed. Donc, il n'a pas techniquement confirmé ou infirmé ce qui est indiqué dans l'article. C'est ça. Je pense pas que l'article en lui-même, dans son contenu, ait été modifié parce que journalistiquement, ce serait quand même très périlleux. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça une fois dans votre carrière, après vous êtes grillé. C'est pas faux. Donc, je ne pense pas que le contenu ait été modifié, mais la façon dont il a été présenté, les extraits spécifiques qui ont été traduits et répandus, le titre qui lui a été conféré, je pense qu'on peut appeler ça de la manipulation.
Ouais, effectivement. Alors, on rappelle quand même que donc ce général de brigade, enfin cet ancien général de brigade, a quand même 81 ans. Donc, est-ce que ça peut jouer ou pas? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il sort un livre. Alors, le titre du livre, c'est Beyond. Non, The Universe Beyond the Horizons. Voilà. Bon, voilà. Hein, vous aurez traduit, effectivement. C'est un livre qu'il a écrit avec une co-autrice, Agar Yanai, et elle, par contre, elle a violemment critiqué le journaliste à travers au moins 2 publications dans Facebook. Je vous en lis quelques passages. J'adore les colonnes humoristiques de Rahan Shaked, donc c'est le journaliste, et son écriture pleine d'esprit. Comment a-t-il réussi à transformer le professeur Aïn Hashed, ancien chef du programme spatial israélien et un homme respectable, solide, tenu et humble, en un prophète extraterrestre fou avec un feu délirant dans les yeux? Voilà, c'est une partie du premier post. Elle en a fait un autre, je répète, l'univers au-delà de l'horizon, donc le titre du livre, du professeur Aïn Hashed, que j'ai signé, ne traite pas. Il s'engage dans l'impressionnante usine de vie du professeur Hashed. Bon, ça veut dire, on parle de la vie du professeur Hashed, qui a beaucoup contribué à la sécurité de l'État israélien et au développement de ses capacités technologiques dans l'espace. Je n'interviendrai dans aucun outil médiatique et je ne répondrai à aucune question sur la vie extraterrestre, et le professeur Hashed non plus. Donc là, on a une défense quand même assez virulente de la co-autrice. On peut penser quand même qu'elle a passé du temps donc avec Aïn Hashed, et que s'il avait défendu ce genre de thèse, elle aurait été au courant, ou elle aurait pu anticiper le coup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie-France? Bah, je suis plutôt d'accord, c'est assez violent sa réponse. Je pense qu'il y a eu des formations quand même après des formations entre guillemets par le journal sur les propos d'Aïm Hashed. Ce qui est bizarre, c'est qu'un homme de cette envergure-là, avec un bagage et une expérience comme la sienne, il n'y ait pas eu, voilà, il n'y a pas eu de répercussions, enfin, de propos ajoutés de sa part à la suite. Ouais. Voilà, c'est ça qui me paraît un peu bizarre, c'est pourquoi le journal aurait autant déformé ses propos, pourquoi il n'y aurait pas eu lui de répercussions à la suite. C'est ça qui me semble un peu bizarre et qui, je trouve qu'il y a un peu du mal à être. Alors, il faut savoir aussi que certains de ses confrères l'ont soutenu. Hein. Je pense Oui. par exemple à Monsieur Ben Israël, dans The Time of Israel du 10 décembre, qui concrètement a déclaré qu'il était devenu tout à fait acceptable au cours de la dernière décennie que des scientifiques sérieux croient à l'existence extraterrestre, donc là il le protège quand même, car la connaissance de l'espace a augmenté. Y a-t-il une vie intelligente en dehors de la Terre? Il y a 10 ans, la plupart des scientifiques pensaient que les chances étaient très faibles. Nous pensons maintenant que les chances sont importantes, et ça c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, il y a une espèce de consensus qui est en train de se faire au niveau scientifique pour dire que la vie peut tout à fait s'être développée ailleurs. Mais il rajoute surtout à la fin: la plupart des gens, y compris moi-même, interprètent tout ce qui est rapporté comme un phénomène naturel. Certaines personnes l'interprètent comme quelque chose de différent. Si vous avez un esprit très créatif, vous optez pour la deuxième option. Donc là, il est en train de dire, Aïm Hashed est quelqu'un de très créatif. Donc voilà, il interprète peut-être des choses à sa façon. Donc on a l'impression que le monde scientifique israélien, en tout cas, ne lâche pas le professeur Aïm Hashed sur cette sortie. Sébastien, ton avis là-dessus? Alors, est-ce que c'est pour me rassurer, mais j'ose croire que les propos ont au moins à minima été déformés ou au moins exagérés. Ça, c'est peut-être pour me rassurer, c'est peut-être mon côté éternel optimiste. Ce que je retiens aussi, c'est 2 choses au niveau journalistique. Donc, si jamais ça a été déformé, c'est assez grave de la part du journaliste israélien. Et je retiens aussi que les médias, notamment français, quand on parle de décembre 2017, tu as 3 lignes dans Ouest France. Par contre, quand on parle de ce genre de choses, tu as la Dépêche, tu as tout un tas de journaux, hormis Paris Match, qui a fait quelque chose de tout à fait propre, tout à fait raisonné. Ouais. Reprennent ça pour, alors pas pour argent comptant, mais donc ils aiment bien, ça fait le buzz. C'est toujours la même chose, c'est toujours le fait de prendre cette thématique du côté sarcastique. Même on voit bien au niveau de CNews, peu importe ce qui a été dit, etc. On voit bien le côté sarcastique de certains qui n'y connaissent absolument rien, mais qui pensent déjà tout savoir. Ça me gêne pas mal. Non, mais je te rejoins parce que c'est effectivement quand le New York Times et Politico sortent
le Scud de la ATIP le 17 décembre 2017, j'y étais, je l'ai fait en direct, c'est le Parisien qui a sorti l'info en premier, les médias télévisés ne s'en sont absolument pas préoccupés, mais absolument pas, et c'était quand même étayé, enfin voilà, il y avait du fond. Là, on a une déclaration qui est quand même assez poussée à l'extrême, qui n'est pas étayée, et ça, on va y venir, ce sont des déclarations qui ne reposent sur aucune preuve, et là, on se retrouve avec les médias qui, en plus, partagent une information, mais qui est elle-même tronquée, puisque dans l'article, il n'est pas dit, par exemple, que Trump est au courant, puisque l'article semble plutôt dire que Trump allait découvrir l'existence de la Fédération Galactique. Alors après, faire des lives avec Jean-Claude Bourré pour lui demander des comptes, des choses comme ça, c'est quand même... Moi, je comprends pas le travail journalistique, si ce n'est de dire le sujet, on s'en fout, c'est tellement un sujet de rigolo qu'on n'a même pas à vérifier ce qu'on dit. De toute façon, on n'a pas de compte à rendre là-dessus. Moi, je trouve ça assez grave quand même. Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses. Bah écoute, c'est vrai que quand on lit l'article, on est quand même sur un agglomérat de choses qu'on entend dire depuis des années par d'autres. Hein. On pense, je ne sais pas si vous vous rappelez de Randy Kramer, par exemple, qui pareil, a dit qu'il avait vécu pendant 17 ans sur Mars, qu'il avait été formé sur la Lune. On pense aussi à Paul Heller, qui a fait pas mal de révélations. On a aussi des astronautes qui ont marché sur la Lune, par exemple. Donc voilà, c'est pas le premier scientifique avec un bagage important à avoir des propos un peu borderline, je dirais. Ouais, sauf que là, on a un interlocuteur quand même qui a travaillé, comme on disait en préambule, qui a travaillé dans le renseignement pratiquement toute sa vie militaire, non seulement dans le renseignement, mais dans l'aérospatial, puisqu'il était spécialisé dans les satellites de surveillance. Enfin, c'est vrai que si on prend un raccourci, on se dit, comme ce gars a travaillé toute sa vie dans l'espace, dans le renseignement, dans le militaire, il est au courant d'un certain nombre de choses et à l'aube de sa vie, il veut peut-être délivrer sa conscience et indiquer qu'il connaît des choses. Sauf que, et ça c'est très important, l'article indique que ce n'est qu'après avoir quitté ses fonctions officielles qu'il s'est tourné vers ce qui l'intéressait vraiment, les extraterrestres. Donc, ce passage-là nous fait dire, mais en fait, il ne nous parle absolument pas de sa vie professionnelle dans l'aéronautique militaire et de renseignement, mais quelque part, il nous dit, j'ai commencé à m'y intéresser il y a 10 ans, et maintenant, je balance un petit peu ce que j'ai récolté à gauche, à droite. Baptiste, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que je vais casser quelques espoirs parce que donc l'équipe qu'on a montée, c'était pour savoir d'où il tenait son idée. Ouais. Et donc, il faut que je remercie Akam qui a fourni les extraits en hébreu de son livre. Donc, du coup, on a pu directement aller vérifier ce que lui il pensait dans son livre. Il faut que je remercie Ziv qui a fait une double traduction de l'hébreu pour bien vérifier que les Google Trad ne se plantaient pas. Il faut que je remercie Christiane Haché qui, elle, a vérifié dans sa bibliothèque les correspondances qu'elle avait avec les ouvrages qui en parlaient. Cela étant dit, en gros, ce qui se passe, c'est ce qu'il raconte, c'est sa conception du monde, et elle est issue d'un livre qui s'appelle Secret History of the Extraterrestrials, qui a été écrit par Len Carsten. Et il y a tout un chapitre qui est un copier-coller d'un chapitre de ce livre-là. Et au départ, il commence par citer ce livre-là, mais toute la suite du chapitre, c'est de la paraphrase. Et donc, il ne le montre pas avec la distance de la citation. Donc, je pense que c'est ce qu'il pense vraiment, c'est ça qui est écrit dans son bouquin. C'est un extrait du bouquin, c'est-à-dire que le bouquin fait 400 pages, 90% c'est sa vie et ce qu'il a fait pour Israël, en fait, parce que c'est un peu un héros national là-bas. Oui, tout à fait. Et 70 pages, c'est sa relation qu'il a et l'intérêt qu'il a pour les ovnis, et c'est là où il balance cette conception-là du monde assez caricatural. Mais on est bien d'accord qu'il ne rattache pas, enfin, il n'a pas d'éléments liés à son passé militaire, puisqu'à un moment dans l'article, il dit lui-même qu'il n'a jamais vu d'OVNI. Voilà, il croit de tout cœur à l'extraterrestre, bien qu'il n'admette personnellement qu'il n'a jamais vu d'OVNI. Donc ça, c'est un aveu quand même, enfin, moi je le prends comme un aveu en disant, pendant ma vie professionnelle, je n'ai rien vu d'étonnant, ou en tout cas de choses qui me permettent aujourd'hui de faire un livre et de vous dire, voilà, ça existe et voilà les preuves. Il n'y a pas de preuves. C'est une conception de la vie, quelque part.
Donc, je ne peux pas me prononcer dans l'absolu parce qu'on n'a pas tout traduit. Il faudrait qu'on fasse Ouais. une traduction intégrale des 70 pages pour en être certain. Je pense que quand il l'a dit, dans la traduction que Ziv en a fait, c'était au premier degré. C'est-à-dire, lui, en tant que témoin, n'a jamais vu d'OVNI. C'est ça le sens de la phrase. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien vu quand il bossait pas là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il a vu quelque chose. C'est juste que là, pour la peine, c'est du premier degré qui est utilisé dans la phrase. Ouais, effectivement. Enfin bon, voilà, moi ce que je redis, c'est important qu'il n'y ait pas d'argument d'autorité. Aujourd'hui, ce qu'il livre sur la thèse extraterrestre, c'est ce que lui en a compris à travers les recherches qu'il a fait, mais qui sont des recherches livresques. Je n'appelle pas ça des recherches, c'est des lectures. Non, mais c'est voilà. Lecture. Alors voilà, c'est lecture. C'est ses lectures. Voilà. Donc il livre sa vérité à travers les lectures. Et honnêtement, c'est vrai que, vous avez lu l'article, ça va un petit peu dans tous les sens. On parle du ranch Skinwalker, on parle de Bigelow. La Confédération Galactique. Alors la Confédération Galactique, ça c'est quand même... pourquoi Robert Bigelow lui-même n'en parle-t-il pas? Il a reçu un financement énorme de la NASA dans le cadre de programmes, dont mes amis de là-bas marmonnent sous son nez. Il a promis par écrit que tout va au Pentagone et y est logé. Cela agace le ministère de la Défense, ne soit pas prêt à tout retirer. Enfin, ça là-dessus, c'est pas vrai. Bigelow, quand il a envie de l'ouvrir, il l'ouvre. Et les financements qu'il a reçus, il en a reçu de la NASA, mais il en a reçu aussi du Pentagone. Il parle du Skinwalker aussi, alors en disant que le Skinwalker, une équipe de scientifiques de la NASA et de diplômés du MIT, y ont apporté tous les appareils possibles. Ben non, c'est pas la NASA et le MIT, c'est le NIDS. Et le NIDS a été créé par Bigelow. Donc là aussi, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup d'approximations et d'approximations qu'on peut rencontrer chez des gens qui découvrent le phénomène ou qui s'y intéressent et qui vont amalgamer des choses qui ne sont pas tout à fait justes quand même. C'est pour ça que le rapport au livre de Len Kasten est très intéressant parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans Secret History, il présente un déballage d'informations et il fait très attention à très bien citer ses sources sur les détails secondaires. Par contre, sur tous les éléments de réponse qu'il donne, les sources disparaissent. J'ai essayé de chercher les sources qui parlaient spécifiquement de la base sur Mars. Ça tombe sur un ufologue des années 60 en Bulgarie qui n'a rien publié sur Mars. Et ça tombe sur Greer qui n'a non plus rien publié sur Mars. Et on avait vérifié toute sa bibliographie. Ouais. Donc, il fait des raccourcis et c'est ces raccourcis ensuite qui sont publiés dans toute la presse mondiale. C'est ça, moi, qui m'affole un petit peu quand même. Enfin, je vous le redis encore une fois, qu'une personne tienne ses propos, c'est ses propres convictions. Et je dirais même plus, il a peut-être raison. C'est ça le truc. C'est qu'il a peut-être raison. Moi, non, mais je ne peux pas le contredire. Par contre, ce qui est gênant, c'est qu'il n'y a aucune espèce de début, de preuve, de document, de quoi que ce soit. Et quand on affirme qu'il y a une confédération galactique qui a passé un accord avec un pays comme les États-Unis, mais aussi comme avec la Chine, moi, si j'affirme ça demain, c'est que j'ai quelque chose qui va me permettre quand même de le confirmer, quoi. Alors après, c'est ça, c'est pour poser un petit peu les choses. On n'est pas là pour dire si oui ou non il a raison. On est surtout là pour dire que ces choses sont absolument pas étayées. Et ce qui me paraît quand même est très étonnant, et ça c'est encore une fois mon éternel optimisme, je pense, c'est ça me paraît tellement gros pour un monsieur avec un background pareil, à qui profite le crime encore une fois, quoi. Vraiment, ça me dépasse. Je pige pas. Soit vraiment il a voulu se lâcher et c'est grave, soit il a voulu noyer le poisson pour je ne sais quelle raison, c'est grave aussi. Donc dans tous les cas, cette histoire-là est encore à se faire des nœuds dans le cerveau, je trouve. Et pourquoi le dire maintenant aussi en soi? Ouais, parce que c'est vrai qu'il a son livre. Il a son livre qui sort, mais voilà, son livre n'a pas l'air complètement orienté là-dessus. Bon, alors il y a quand même des scientifiques qui disent grosso modo qu'il est peut-être atteint d'une forme de sénilité. Mais on sent quand même que le monde scientifique israélien n'a pas envie de lui mettre un tacle appuyé parce que, comme le disait Baptiste, c'est une espèce de héros national, le gars. Enfin, je veux dire, il a fait des choses au niveau du renseignement et vous savez qu'Israël, c'est un pays qui est tout le temps sous menace. Hein, et donc, effectivement, dès que des gens font ce qu'il faut pour la sécurité du pays, ce sont quand même des héros. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, on a parlé, effectivement, alors il aborde aussi Oumuamua dans cet article. Alors, vous savez qu'Avi Loeb est aussi
de confession israélite. Il dit oui, Avi Loeb a défini Oumuamua comme quelque chose d'extraterrestre. Ça, c'est pas juste non plus. Avi Loeb a émis dans son champ des hypothèses le fait que Oumuamua soit peut-être un voile interstellaire, mais enfin, il n'a jamais dit que c'était obligatoirement un vaisseau extraterrestre. Donc, ça commence à faire beaucoup quand même. Alors, moi, ce que je constate et ce qui me fait un peu peur, je vous le dis, et je sais que ce soir, on va pas se faire des amis, mais je trouve aussi que le monde ufologique, pour certains, partage un peu vite cette information sans aller chercher plus loin. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Philippe, comment tu... Moi, j'ai vu des gens, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai vu des gens partager ça comme crème, quoi. Voilà, oui, y a pas à discuter. Après, c'est pas nouveau. On voit bien pire qui se partage. Ce qui est plus étonnant, c'est de voir ça qui passe dans la presse française, dans des journaux importants français, qui n'ont pas justement l'habitude de parler d'ufologie. Et quand ils en parlent, c'est pour sortir des trucs un peu limites. Je vais vous poser une question, mais moi j'ai l'impression que ça va nous faire reculer quand même. C'est ça le problème, ce que tu disais au niveau de ta question, c'est ça, c'est que je trouve qu'on a quand même une certaine, alors attention, tout auteur gardé, on a une certaine responsabilité, sachant qu'on connaît un petit peu le domaine quand même, on a une certaine responsabilité, et notamment celle de ne pas diffuser des informations comme ça, non sourcées, ou alors au moins en émettant des bémols. Et ceux qui ne le font pas, pour moi, ne servent absolument pas à la cause, au contraire. Et ils ont une responsabilité, mais négative cette fois-ci. Donc voilà. Ouais. Moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'on amalgame tout. Alors effectivement, il y a eu depuis décembre 2017, et honnêtement, on peut remercier To The Star Academy parce que la méthode est bonne, c'est-à-dire qu'ils ont sorti une info, mais à côté de ça, ils avaient les pilotes, ils avaient des gens introduits dans le monde politique, ils avaient des gens introduits dans le monde militaire, ce qui fait que 2 ans après, enfin 3 ans après même, l'information continue à tenir la route, et ils ont obtenu des résultats avec, par exemple, la création de l'UAPTF, parce que les militaires et les politiques ont été sous pression, et on dit, là, on ne peut pas écarter ça d'un revers de main, parce que c'est solide. Voilà. Et là, j'ai l'impression que ce genre de déclarations ne sont pas solides. Enfin, encore une fois, moi, j'en sais rien s'il y a des trucs sur Mars, mais ça me paraît quand même super, super fragile. Et c'est ce que les gens vont retenir. Les gens vont retenir dans les 2-3 derniers mois, ah ouais, tu te rappelles, on a parlé d'un truc sur la Fédération Galactique, genre Star Wars, quoi, voilà. Ça va être ça va être le truc tarte à la crème de... Ce qui est dommage, c'est que ce soit tourné autant à la dérision, en fait. C'est pas... Je pense qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a forcément quelque chose, et c'est pas pris assez au sérieux, et des propos comme ça, je trouve que ça décrédibilise, en fait, le sujet. Et en plus, le fait qu'il n'y ait pas assez de preuves scientifiques, de vraies preuves solides et fondées, ça décrédibilise aussi le sujet. Et c'est dommage parce qu'en soi, ça pourrait être abordé de façon beaucoup plus scientifique, beaucoup plus formelle. Et là, ce serait vraiment pris au sérieux auprès de tous, en fait. Ce serait beaucoup plus vulgarisé, en fait. Je vais vous dire, ça aurait été tellement plus intéressant, enfin, à mon sens, que ce monsieur qui tourne la tête vers l'espace, et il a bien raison, parce que Sébastien, je pourrais vous citer Tolstoï dans le texte. On le fera peut-être pas ce soir. Mais enfin, non, je vais citer Sagan, par contre, après, si vous voulez. Alors, tu citeras Sagan. Je sais laquelle tu vas dire, d'ailleurs. Mais bon. Ça aurait été tellement mieux qu'ils disent, écoutez, moi, voilà, j'ai 81 ans. J'ai passé ma vie la tête dans les étoiles. Et je ne peux pas imaginer que nous soyons seuls dans l'univers. Il y a obligatoirement autre chose. Je sais pas quoi, mais c'est passionnant. Et les jeunes qui arrivaient, faites ce qu'il faut pour pas lâcher l'affaire, pour essayer de découvrir ce qui peut être dans l'univers. Là, c'est pas ce qu'il dit. Il nous balance un programme qui est quand même un petit peu frelaté. J'ai même vu des tweets, c'est UFO of Interest, qui partageait un tweet que je trouvais poignant, parce que quelqu'un disait mais arrêtez de partager ça, qu'est-ce que vous faites, le gars c'est un héros, vous voyez bien qu'il sucre les fraises, arrêtez de vous moquer de lui. À la rigueur, si vous voulez vous moquer de quelqu'un, moquez-vous des médias qui partagent ça sans même réfléchir. C'est pas complètement faux quand même. Moi je trouve ça, il y a une forme d'indécence quand même dans tout ça. Est-ce que le journaliste était obligé de publier ça tel quel? C'est ça la question quand même aussi. Oui, déjà, on peut se demander si c'était orienté, s'il a cherché à avoir ses réponses. Parce que ça fait de nombreuses années qu'il s'occupe de c'est pas secret, qu'il s'occupe de tout ça. Donc tout ça, c'était peut-être volontaire pour faire un coup et pour avoir un article comme ça.
Non, mais tu as raison, hein, peut-être que les questions étaient orientées. Est-ce que vous pensez à, il a balancé, est-ce que vous pensez à une fédération galactique? Allez, le gars, il a dit, bah, peut-être, pourquoi pas, et paf, allez, on balance, le professeur croit que. Je sais pas. Ouais, ou alors le gars, c'est. Alors, dans l'article, on a les questions, si elles ont pas Oui, été c'est d'accord. Oui. Si les questions n'ont pas été retouchées, c'est D'accord. plutôt l'inverse. Ouais, écoute, je t'admets que maintenant, pour commencer à être un petit peu habitué à l'exercice des interviews, en général, l'interview que j'écris n'est pas tout à fait l'interview que j'ai eue à l'oral. C'est-à-dire que je la retouche, je l'améliore, il y a des choses qui étaient dites à un autre moment que je vais replacer ailleurs, histoire que la fluidité et que la lecture soit plus agréable. Et les questions, mais c'est pour la fluidité de la lecture, c'est pas pour faire passer une idée au contraire d'une autre, hein. C'est un petit peu compliqué. Moi, il y a Jazz Show. Alors, Jazz Show, vous le connaissez si vous suivez notre page. Il publie souvent, encore que là, ça faisait un moment qu'il n'avait pas publié, donc ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Jazz Show a fait un article que je trouve extrêmement bien écrit, très honnêtement, et je voudrais me permettre de vous lire quelques lignes de cet article. Jazz Show qui dit « Comme la plupart de nos lecteurs réguliers le savent maintenant, vous auriez du mal à trouver quelqu'un ici qui aime autant que moi la bonne hypothèse extraterrestre. Même avec cette clause de non-responsabilité, disons simplement que nous devrions avoir quelques questions. Si Eshed avait simplement dit qu'il croyait qu'il y avait des engins non identifiés traversant nos cieux et qu'ils n'étaient peut-être pas d'origine terrestre, cela me convient. Je dis la même chose moi-même régulièrement. S'il allait encore plus loin et affirmer qu'une espèce extraterrestre est présente sur notre planète et pouvait interagir avec des êtres humains dans une certaine mesure, eh bien, en ce qui me concerne, nous n'avons pas encore la preuve de le dire. Nous pourrions avoir ces preuves à l'avenir, mais nous n'en sommes tout simplement pas encore là. Mais quand vous arrivez au point où vous dites que Donald Trump prend des réunions régulières avec des extraterrestres de la Fédération Galactique et obtient d'eux des conseils politiques avant de programmer notre prochain groupe d'astronautes pour un voyage en soucoupe volante vers notre base secrète sur Mars, j'ai peur que vous n'ayez même un œil de côté de ma part. Personnellement, du moins pour le moment, je vais avec une combinaison des possibilités 1 et 2. Eshed a peut-être eu un moment inopportun de lucidité, moins optimal et embelli, un peu certaines de ses théories, et le journaliste qui couvrait l'histoire l'a fait exploser à partir de là, car il savait que cela deviendrait viral instantanément. Moi, j'ai l'impression que Jazz Show a quand même tout dit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a une exagération, c'est-à-dire que ce que dit Eshed dans l'article, c'est que Trump a eu des conseils, mais concernant la diffusion de l'information, et qu'il y a une base sur Mars où il y a des échanges qui reprend un vieux, une vieille tradition depuis les années 65 en ufologie, où ils considèrent qu'il y a une partie des opérations du gouvernement et du secteur privé qui ont des échanges avec eux. Il n'y a pas eu le lien entre les deux. Bon, donc Chance 5 des Chinois, Artemis des Américains, c'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est du bricolage, c'est pour faire croire qu'il y a des étapes. Enfin, voilà, je crois qu'à un moment, il faut quand même remettre aussi les faits en place. Aujourd'hui, les Chinois en sont à aller chercher des terres rares sur la Lune. Les Américains, avec Artemis, ont quand même en vue la colonisation de la Lune. Moi, je vous dis franchement, je trouve que ça fait beaucoup de fric gâché s'ils ont déjà des bases sur Mars, quoi. Non, mais je pense qu'on nage effectivement dans tous les fantasmes. Alors encore une fois, peut-être que c'est vrai, j'en sais rien. Je suis personne pour dire que c'est vrai ou faux, mais j'ai l'impression qu'on nage vraiment dans tous les fantasmes qui peuvent faire le buzz et dont les presses internationales et notamment françaises ne demandent que ça à partager. Voilà, si on parle de choses plus scientifiques, aller trouver un article à peu près sérieux et scientifique, que ce soit au journal de 20 heures ou même dans n'importe quel canard, il n'y en aura pas. Par contre, un professeur israélien a dit les bases extraterrestres existent, là, forcément, ça fait cliquer, ça fait vendre. On en revient toujours à ce point-là, quoi. Même le manque d'intérêt scientifique du public, ou en tout cas le manque de nourriture donnée en termes scientifiques par les médias. Alors, je ne sais pas de quel côté ça vient. Ouais. Enfin, bon. Ouais, mais je vous admets, alors je vais tout vous dire, hein, et Baptiste le sait, et enfin voilà, j'en ai parlé à l'équipe. Au départ, ce breaking news, je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire, et quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait cette semaine, j'ai dit, il faut que le Maybe se positionne. Il faut qu'on vous donne notre avis. Alors nous, on vous donne notre avis, qui est notre avis. Je crois que je parle au nom de tout le monde en disant, mais on ne dit pas que ce qu'il raconte est faux.
c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Il y a peut-être une confédération galactique qui surveille nos sites nucléaires. Moi, j'oublie pas Malmstrom, j'oublie pas la vague de Drovny en 2014-2015, j'oublie pas ce fameux survol de Fessenheim et tous les incidents nucléaires qui ont peut-être été évités. Je le nie pas. Simplement, aujourd'hui, on ne peut pas l'étayer. Et ce serait une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire qu'on arriverait, si vraiment ça devenait chaud, on n'arriverait pas dans une situation où on fait péter la planète. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on ne peut pas affirmer ce genre de choses et puis en rester là en disant mais je le sais, j'ai lu un livre, c'est écrit, il y en a d'autres qui le disent, parce que une multiplicité d'histoires, à la fin ça donne une religion, mais ça donne pas quelque chose d'établi. Voilà, si je répète ce que quelqu'un m'a déjà dit ou quoi ou qu'est-ce, ça en fait pas une vérité pour autant. Voilà, moi c'est un petit peu mon avis et je suis désolé, mais on va constater une nouvelle cassure. Voilà, on va constater une nouvelle cassure entre les gens qui vont dire mais ça c'est vrai, si vous n'y croyez pas vous avez des bunkers, et des gens qui vont dire non mais de toute façon c'est typiquement ufologique, vous êtes des barrés, un gars dit qu'il y a des bases sur Mars, vous marchez tous, vous cherchez pas à comprendre. Voilà, c'est un petit peu l'impression que j'ai et ça me dépite. Ça me dépite. Enfin, moi je le dis aux médias, à CNews, voilà, si vous voulez qu'on en discute. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a ATIP, il y a des pilotes de chasse qui ont vu des choses qu'on n'a pas encore expliquées en France, un peu partout dans le monde. Il y a des beaux cas. Ça ne veut pas dire que les extraterrestres sont là, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne comprend pas complètement et que ça vaudrait le coup de s'y pencher. Peut-être que demain, on aura des solutions, mais pour l'instant, on ne les a pas. Voilà. Philippe, pour conclure. Voilà, en fait, ce monsieur, il peut dire ce qu'il veut. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Bien sûr. Le problème, c'est le traitement qui a été fait de cette information dans la presse internationale. C'est là où on ne comprend pas. Et puis voilà, on retrouve tout un tas de... Tout ce qui traîne de l'ufologie depuis les années 60, on le retrouve là-dedans. Là, on a un condensé pour Noël. On a un condensé de... On finit 2020 avec un feu d'artifice. Donc, l'année n'est pas finie. L'année, là c'est bien quoi. On attend c'est bon. Le niveau 12 de Jumanji. Et l'année prochaine, on attaque le niveau 13 de Jumanji. Il paraît qu'il est sympa. Il y a des trucs vraiment bien. Donc, des petites surprises qu'on n'attendait pas. Donc, Baptiste, ton mot de la fin. Alors, encore une fois, merci de nous avoir signalé cet article. Enfin, avant, parce que de toute façon, ça a fait un tel bordel qu'à un moment, on serait tombé dessus quand même. Mais enfin, grâce à toi, on l'a eu vraiment un peu plus vite que les autres. Ton ressenti sur cet article et ce qu'il a entraîné? Il y a deux choses principales pour moi. La première, c'est que faut pas oublier le contexte dans lequel on est. Sur Twitter, on appelle ça le décembre de l'ufologie parce que il y a tout qui sort en même temps, les uns derrière les autres, en essayant de récupérer l'avance que le New York Times a pris. Et donc, il y a tout le monde qui est en train de se lâcher là-dedans. Et donc, c'est un... Ouais, c'est pas faux. C'est une maison d'édition, donc voilà, elle veut tirer parti de l'effet de vague et elle sort quelque chose de gros pour profiter de l'effet de vague et augmenter la vague, et c'est quelque chose qu'on va voir se poursuivre dans le reste du mois. Il y a d'autres trucs qui vont sortir, c'est évident. Tout le monde est en train de faire tourner les machines pour pouvoir au moins apparaître sur la scène. Et donc on va voir beaucoup plus de conneries sortir derrière. Et deuxième chose, c'est que j'ai été catastrophé de voir les journalistes réagir comme ça, parce que je suis prof, je fais l'étude de l'information à mes élèves en arts plastiques, je leur montre comment manipuler les images, comment manipuler les informations, parce que ça fait partie de mon travail. Et là, j'ai vu tous les journalistes que je défends dans mon métier qui faisaient du clic. Et ça m'a catastrophé. Ça, c'est terrible. C'est terrible, terrible. On est bien d'accord. C'est fort ce que tu viens de dire quand même, parce que voilà, toi, tu es là avec tes gosses à essayer de leur inculquer les bons réflexes, dire le journalisme, c'est un métier sympa, et là, on se rend compte qu'ils font n'importe quoi. Enfin, c'est terrible quand même. Je pense qu'ils n'ont même pas lu l'article initial. C'est certain, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont résolues dans l'article de base. Donc, c'est vraiment, le journalisme, c'est le seul métier où il y a une vraie recherche de la vérité. Même les philosophes ont abandonné ça, eux, ils continuent. Et là, ils prennent le premier morceau qui vient, ils le remettent. Et il n'y a aucune recherche. Juste une chose, par contre, attention, tout à l'heure, j'ai cité Paris Match, mais Paris Match, à travers l'article de David Ramassiol, a fait le boulot. Attention. Ouais, c'est ce qu'on disait. Parce que c'est moi, le seul qui s'extrait. Il a fait le boulot, David Ramassiol, comme souvent. Mais moi, le soir, quand je publie
le lien vers l'article de Paris Match, tu te rappelles, Baptiste, moi, je me dis, match plié, on rentre à la maison. C'est plié, il n'y a plus rien d'autre à dire. Voilà, donc attention, quand on dit la presse, c'est toute cette presse, et même CNews, soyons clairs, j'ai regardé l'extrait, il est en ligne sur notre site. Voilà, ça n'a pas été top. En termes de traitement, ça aurait mérité autre chose, c'est clair. Mais ce qui est très dommage, c'est que du coup, ça crée un bruit qui fait que l'article de Paris Match passe inaperçu parce qu'il est plat dans la provocation. Ouais. C'est vraiment dommage. C'est vrai. Ouais. Non, c'est clair que. Mais c'est super important ce que tu dis, effectivement. Voilà, qu'est-ce qu'on apprend aux gosses à travers ce traitement-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on peut prendre par-dessus la jambe, dont on n'a pas besoin de vérifier les sources. C'est people, c'est divertissement, c'est. De toute façon, ces ufologues, c'est des abrutis, donc un peu plus, un peu moins. C'est pas eux qui vont venir nous chercher des histoires, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'impression qu'on a. Sauf qu'on on parle de choses très graves, on parle de théories qui sont très très loin d'être étayées. Là, c'est ça. Demain, ça va être quoi? Les reptiliens, ça va être. Enfin voilà, j'en sais rien. Mais c'est pas cool, quoi. Enfin, franchement, c'est pas bon, c'est pas professionnel. Et qu'est-ce que tu peux leur dire, toi, à tes gosses demain? Voilà, tu vas en classe et tu leur dis, voilà, c'est compliqué quand même. Non, c'est de leur montrer, mais de toute façon, ils le savent, c'est ce que c'est de faire une recherche. C'est pour ça que j'ai repris le terme tout à l'heure. Faire une recherche, c'est pas simple. Faire un vrai article en cherchant les sources à chaque fois, en creusant les sources pour savoir si elles ont bien fait leur taf, c'est un vrai gros travail. Et oui, ça ramène beaucoup moins de clics, alors que récupérer une information et la remettre, ça fait de l'argent. Mais du coup, c'est pas de l'information, c'est juste de l'argent. Et en plus, tu détruis ton propre métier parce que c'est quelque chose qu'un algorithme fera bien mieux que toi plus tard. Ouais, et puis bon, dans le contexte actuel où les médias sont quand même pas spécialement aux anges avec une partie de la population qui la remet systématiquement en question. Voilà, enfin, remettez-vous un petit peu en question, allez chercher les bons interlocuteurs, parce que ça devient dangereux là quand même. On voit pendant le confinement qu'il y a une montée de certaines hypothèses absolument pas étayées. On continue comme ça, on fait quoi? Voilà, on va encore créer une cassure dans le monde du faux. Je sais qu'on va se faire défoncer par un certain nombre d'UFO qui vont dire mais de toute façon le maybe c'est un merdia, tout ce qu'ils veulent c'est tout débunker parce qu'ils croient en rien. C'est pas aussi simple, loin de là. Mais voilà, c'est désolant et c'est pour ça que je voulais faire ce breaking news parce que je vous le dis, je suis atterré. Je suis atterré que c'est pu prendre une telle ampleur et surtout qu'on n'ait pas mis de couvre-feu pour dire attendez, on va essayer d'aller chercher des gens qui vont peut-être nous expliquer exactement ce qu'il en était. Voilà, c'est tout. Sébastien, avant que je laisse le mot de la fin à Marie-France, parce qu'on est des gens galants. Tout à fait. On est peut-être des bunkers, mais on est des gens galants. Non, je déconne. En plus, on l'a dit 2 fois que on n'était pas là pour savoir si c'était vrai ou pas. Enfin bon, toujours est-il que oui, effectivement, pour reprendre, je vais pas reprendre tout ce qu'a dit Baptiste, c'est même assez dangereux de publier ou de ce genre d'informations sans rien vérifier derrière. C'est vraiment dangereux. Ça peut être dangereux. Et puis du coup, je vais citer Sagan, et puis après je laisse la parole à Marie-France. Allez, c'est parti. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Voilà. Je coupe le micro. Salut. Bon, Marie-France, on te laisse le mot de la fin. Bon, je vais pas reprendre toutes les conclusions de chacun, mais je suis complètement d'accord avec tout le monde. Je voudrais juste dire, pour reprendre 2-3 mots quand même, venant d'un milieu scientifique, pour moi, toute affirmation, toute hypothèse doit être vérifiée. Et ça, c'est vraiment très important, que ce soit dans le monde scientifique, ufologique et autres. Quand on nous donne quelque chose, c'est intéressant, on prend et on laisse et on va chercher plus loin. Et ça, c'est vraiment valable dans tous les milieux. Donc, je pense qu'il faut aller chercher encore davantage d'informations pour vraiment concrètement avoir la vérité. Voilà. Ouais. Je suis bien d'accord avec ça. Voilà, tout en rappelant qu'on a quand même en France une presse de qualité, des médias de qualité. Exactement. Mais c'est ça qui fait mal. C'est que exactement. Voilà, il se trouve que, comme tu disais, voilà, c'est le sujet UFO, donc on passe toujours ça un petit peu sous la jambe, voilà, ça fait un peu rire, voilà. Non, mais d'habitude, il faut pas oublier quand même que on a quand même la chance en France d'avoir des médias de qualité et des journalistes qui font la plupart du temps bien leur boulot. Écoutez, encore une fois, nous on se tient à leur disposition pour justement parler de cet article s'ils veulent.
leur transmettre les conclusions, en tout cas, qu'on en a faites, à savoir qu'aujourd'hui, c'est pas étayé et pas autre chose. On ne dit pas qu'il ment, on ne dit pas qu'il n'est pas convaincu de ce qu'il dit, parce que je pense qu'il l'est en plus, mais on dit juste qu'aujourd'hui, c'est pas étayé et que ce n'est pas quelques lectures qui vont permettre d'affirmer de telles choses. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, écoutez, dans vos commentaires, allez-y mollo, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, je l'entends, mais enfin, comprenez qu'on essaye d'avoir une démarche intègre et honnête, philosophique, hein, très honnêtement. Donc voilà, après vous n'êtes pas d'accord, je peux comprendre. Vous voulez absolument penser que tout est étayé, qu'on peut s'appuyer sur cet article, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce ne sera pas la politique du maybe. Il me reste, les amis, à vous remercier de m'avoir consacré ce temps, parce qu'on a travaillé quand même dans la journée pour faire cette émission, on n'est pas arrivé la fleur au fusil, donc voilà, merci pour l'investissement et le temps que vous avez passé pour qu'on puisse faire cette émission. Si vous avez aimé cette émission, un petit pouce bleu, ça fait pas de mal, n'hésitez pas à la partager, parce qu'elle est là pour ça, celle-là vraiment, si vous pouvez la partager, nous ce sera avec grand plaisir, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures au Maybe Planet. Merci à tous, bonne fin de journée, Bonsoir à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.